Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, bienvenue sur la chaîne. Dans la première partie, nous avons installé OpenVPN sur pfSense. Nous avons créé l'autorité de certification, nous avons créé le certificat serveur, l'utilisateur VPN, le serveur OpenVPN, les réglages firewall de base, puis nous avons exporté le profil client. Dans cette deuxième partie, on ne va pas recommencer l'installation. Aujourd'hui, l'objectif est différent. On va simplement sécuriser OpenVPN. On va appliquer des réglages concrets dans pfSense pour obtenir une configuration plus propre, une configuration plus contrôlée et plus professionnelle. Parce qu'un VPN qui fonctionne, c'est bien, mais un VPN mal sécurisé peut devenir une porte d'entrée directe vers tout votre réseau. Dans mon lab, je garde la même architecture que dans la première partie. Le but, il est simple. Tout ce que nous voulons, c'est que les clients VPN puissent accéder uniquement aux ressources autorisées du LAN et pas tout le réseau sans contrôle. Avant de modifier OpenVPN, première bonne pratique, on sauvegarde la configuration pfSense. Mais bien sûr, on doit d'abord accéder au tableau de bord. Une fois connecté à pfSense, je vais aller dans Diagnostic. Ensuite, je vais cliquer sur Backup and Restore. Et ici, je vais télécharger la configuration XML. Voilà, ma configuration a été téléchargée. Cette sauvegarde est très importante. Pourquoi? Parce que si je commets une erreur dans OpenVPN, dans les règles firewall ou les certificats, je peux revenir en arrière rapidement. En environnement professionnel, on ne modifie jamais une configuration VPN sans sauvegarde préalable. C'est une étape qui est super simple mais indispensable. Maintenant qu'on a téléchargé notre configuration XML, nous pouvons commencer nos configurations. Maintenant, on va préparer une vraie sécurité importante, la révocation de certificat. La révocation de certificat permet de bloquer un certificat VPN si un utilisateur ou si les utilisateurs quittent l'entreprise ou s'ils perdent leurs ordinateurs ou s'ils partagent leurs fichiers VPN ou encore si le poste est compromis. Il faut savoir que sans révocation, un ancien profil VPN peut rester utilisable même si l'utilisateur ne doit plus avoir accès au réseau. Alors, pour créer notre liste de révocation de certificats, nous allons partir sur Système, ensuite Certificate. Et ici, vous avez trois options, autorité, certificat et révocation. Nous allons nous focaliser sur révocation. Et c'est ici que je vais créer une nouvelle liste de révocation. Bien sûr, je choisis l'autorité de certification utilisée par OpenVPN. Dans mon cas, c'est VPN-CA. Ensuite, je clique sur Ajouter. Et tout ce que j'ai à faire ici, c'est donner un nom à ma liste. Je vais l'appeler, on va dire VPN. Nous allons mettre CRL pour Certificate Revocation List. Ensuite, je clique sur Save. Et ici, nous pouvons voir notre certificat de révocation créé. Nous allons simplement l'appeler CRL pour faire court. Cette CRL va permettre à OpenVPN de vérifier si un certificat client a été révoqué. Si un certificat se trouve dans cette liste, il ne doit plus pouvoir se connecter au VPN. Alors, la création d'une CRL ne suffit pas. Il faut ensuite l'attacher au serveur OpenVPN. Pour cela, nous allons aller dans VPN, ensuite OpenVPN. Ici, je vais simplement éditer mon serveur VPN existant. Je clique sur le petit crayon et je recherche la partie liée au certificat. Je pense que c'est en allant vers le bas. Alors ici, pour commencer, nous pouvons voir l'autorité de certification entre pairs, automatiquement remontée. Nous avons le certificat du serveur, automatiquement remonté. Par contre, la liste de révocation des certificats entre pairs, nous pouvons voir qu'il est encore sur None. Alors, il faut savoir que ce champ ici est très important. Donc, la liste de révocation des certificats entre pairs, elle est très importante parce que si ce champ reste vide, la révocation ne sera pas réellement appliquée au serveur OpenVPN. Un certificat révoqué pourrait donc encore être accepté selon la configuration. Donc ici, on clique sur None et on sélectionne notre CRL.
Maintenant que nous avons choisi notre CRL, nous allons passer à la protection TLS. Donc toujours dans le serveur OpenVPN, je vais rechercher la partie TLS. Donc nous avons cette partie qui est là, la partie TLS. Nous allons nous rassurer que la case utiliser une clé TLS est activée. Ensuite, nous allons aller dans le mode d'utilisation des clés TLS. Dans la première partie, nous n'avons pas configuré le mode d'utilisation des clés TLS. Nous avons laissé par défaut authentification TLS. Pour une sécurité, on va dire, dite sérieuse du type entreprise, vous allez cliquer sur TLS authentification et vous allez choisir chiffrement et authentification TLS. Alors, cette option est préférable à une simple authentification TLS car cela protège mieux le canal de contrôle OpenVPN. En clair, cela ajoute simplement une couche de protection supplémentaire avant même l'établissement complet du tunnel VPN. Maintenant, on va vérifier les chiffrements utilisés par OpenVPN. Toujours dans le serveur OpenVPN, je vais chercher la partie algorithme de chiffrement des données. Elle est juste en dessous. Ici, ce que je vais faire, c'est de simplement regarder si les chiffrements choisis sont modernes. Par exemple, si AES-256-GCM était choisi, AES-128-GCM ou encore CHA 20-POLY 1305. Alors, si vous n'avez pas le dernier chiffrement, donc le CHA 20, si vous ne l'avez pas, s'il n'est pas disponible dans votre version de pfSense ou si vos clients ne le supportent pas, ce n'est pas grave. Dans une configuration, on va dire, dite stable, dite moderne, vous pouvez garder les deux premiers chiffrements, c'est-à-dire AES 256 et AES 128. L'objectif est surtout d'éviter les anciens chiffrements, on va dire faibles ou obsolètes. Donc, vu que j'ai des chiffrements modernes qui ont été choisis, je ne modifie pas les paramètres que je ne maîtrise pas afin d'éviter de casser une configuration qui fonctionne déjà. Je garde une configuration simple, une configuration moderne et compatible. Maintenant, un point très important, la compression. Donc, toujours dans notre serveur OpenVPN, je veux chercher l'option autoriser la compression. Il faut savoir que la compression est généralement déconseillée aujourd'hui, surtout dans une configuration sécurisée. Je vais rester sur l'option qui est refuser toute compression non minimale, option la plus sécurisée. Et c'est exactement le mode que vous devez garder. Ce réglage signifie simplement que OpenVPN refuse la vraie compression des paquets VPN. C'est le choix le plus sécurisé, car la compression peut créer des risques de fuite d'informations dans certains scénarios d'attaque, notamment avec Voracle. L'objectif ici est donc de vérifier que la compression n'est pas activée. Je ne choisis pas, si je clique dessus, vous allez voir qu'il y a d'autres options. Je ne choisis pas l'option compresser les paquets, car elle réactive la compression et elle est indiquée comme potentiellement dangereuse. Je ne choisis pas non plus le mode décompresser le trafic entrant, mais ne pas compresser le trafic sortant. Choisissez cette option seulement si vous avez un besoin, on va dire, de compatibilité avec d'anciens clients VPN. L'idée à retenir est simple. Dans une configuration OpenVPN, dite moderne ou professionnelle, on ne compresse pas le trafic. Donc moi, je garde refuser toute compression non minimale, option la plus sécurisée. Et je clique sur sauvegarde. Alors, dans cette vidéo, tout comme dans la première, je reste sur le mode split tunnel. Cela veut simplement dire que seul le trafic destiné au réseau interne passe dans le VPN. Le reste du trafic Internet du client continue de sortir par sa connexion Internet normale. Dans mon lab, le réseau interne est 172.16.16.0/25. Le réseau VPN est 10.8.0.0/24. Le client VPN doit accéder aux ressources internes autorisées.
mais il ne doit pas forcément faire passer tout son Internet dans le tunnel. C'est le principe du split tunnel. Il faut savoir qu'en entreprise, ce choix dépend de la politique de sécurité. Mais dans notre lab, on garde ce mode pour rester cohérent avec la première partie. Maintenant, on passe au firewall. Chose importante à connaître, la règle WAN ne sert pas à donner accès au LAN. La règle WAN sert uniquement à autoriser les clients OpenVPN à contacter le serveur VPN depuis l'extérieur. Pour cela, je vais dans Firewall. Ensuite, je clique sur les règles. Dans l'onglet WAN, je dois avoir une règle qui autorise uniquement OpenVPN. Cette règle est normale. Elle autorise les connexions OpenVPN entrantes vers PF5 sur le port UDP 1194. Mais elle ne doit pas être confondue avec les règles d'accès au LAN. Donc, côté WAN, je garde uniquement la règle nécessaire pour permettre l'arrivée du tunnel OpenVPN. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante, les règles OpenVPN. Dans la première partie du tuto OpenVPN que j'ai faite, nous avions créé une règle assez large pour tester rapidement la connexion VPN. Cette règle fonctionnait, mais elle était trop permissive. Elle pouvait permettre aux clients VPN d'accéder à trop de ressources sur le réseau LAN. Dans une configuration plus professionnelle, on applique une règle simple. On autorise uniquement ce qui est nécessaire et tout le reste bloqué. Dans cet exemple, je vais simplement autoriser le bureau à distance, donc le protocole RDP, vers une seule machine du LAN. La machine autorisée sera la 172.16.16.50. Cette règle que nous allons ou que je vais mettre en place n'autorise pas tout le trafic vers cette machine. Elle autorise uniquement la connexion RDP sur le port TCP 3389. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le ping ne sera pas autorisé par cette règle. Si je fais un ping vers 172.16.16.50 et que le ping échoue, c'est normal car le ping utilise ICMP pas RDP. Ici, l'objectif n'est pas d'autoriser le ping, l'objectif est uniquement d'autoriser la connexion bureau à distance. Donc pour cela, je vais créer une nouvelle règle. Je clique sur Ajouter. Au niveau d'action, je laisse par défaut. Au niveau de l'interface, je laisse par défaut. Au niveau de la famille d'adresses, je laisse par défaut. Le protocole TCP, je laisse par défaut. Tout va commencer à être modifié à partir de source. Au lieu de laisser any, ici je veux mettre network et je vais entrer le réseau VPN. Donc nous avons dit 10.8.0.0. Ensuite je veux entrer son CDR, il est en /24. Au niveau de la destination, je ne veux pas laisser any. Ici, je veux choisir adresse ou alias. S'il veut bien. Et au niveau de l'adresse, je vais entrer l'adresse IP de la machine que nous allons connecter via le bureau à distance. Donc, j'ai dit 172.16.16.50. Pas besoin d'entrer le CDR. Au niveau du port, nous avons dit que nous sommes en RDP. Donc, le port, c'est 3389. MSRDP, je choisis 3389. Et je crois que c'est tout bon. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est donner une description. On va l'appeler autorisé. On va dire autorisé RDP vers 172.16.16.50. Je me rassure que c'est tout bon. C'est tout bon. De toute manière, nous allons vérifier. Je clique sur sauvegarde. Et je n'oublie pas d'appliquer mon changement. Cette règle que je viens de créer, elle est beaucoup plus sécurisée qu'une règle qui autorise tout le réseau LAN. Elle permet aux clients VPN d'accéder uniquement à une machine précise, uniquement avec le service RDP. Les clients VPN ne peuvent pas accéder librement aux autres machines du réseau. Ils ne peuvent pas non plus utiliser d'autres protocoles vers cette machine, sauf si une autre règle PF5 l'autorise
explicitement. C'est exactement la logique recherchée dans une configuration professionnelle. Un accès VPN limité, un accès VPN contrôlé est strictement nécessaire. Il faut savoir que sur pfSense, l'ordre des règles firewall est très important. Les règles sont lues de haut en bas. Je dois donc m'assurer que ma règle est bien placée au bon endroit. Dans mon exemple, je garde uniquement la règle qui autorise le RDP vers 172.16.16.50 sur le port bien sûr TCP 3389. Vu que notre ancienne règle OpenVPN autorise l'accès à tout le LAN, je vais donc la désactiver. Pour cela, je vais simplement cliquer sur Disable, désactiver. Et ensuite, j'applique le changement. À partir de maintenant, le client VPN ne doit plus avoir accès à tout le LAN. Il doit seulement accéder à la ressource explicitement autorisée, c'est-à-dire le RDP vers 172.16.16.50. Et encore une fois, il est important de le préciser, cette règle n'autorise pas le ping. Donc, si vous essayez de faire un ping vers la machine concernée, si le ping échoue, ce n'est pas forcément un problème. Pour tester cette règle, on ne doit pas utiliser uniquement le ping. On doit tester le port RDP. Bien sûr, je vais le faire avec PowerShell. Dans la première partie, nous avions déjà configuré le DNS envoyé au client OpenVPN. Dans cette deuxième partie, je ne vais donc pas refaire toute la configuration DNS. Je veux simplement vérifier qu'elle est toujours cohérente. Pour cela, je vais dans VPN, ensuite OpenVPN, puis je vais éditer mon serveur OpenVPN. Donc je clique sur le petit crayon et je me dirige vers le bas dans la zone DNS. Dans mon lab, pfSense utilise l'adresse LAN suivante 172.16.16.126. Si pfSense est utilisé comme DNS pour les clients VPN, l'adresse DNS envoyée va donc être la 172.16.16.126. Si par contre vous utilisez un contrôleur de domaine Active Directory, il faudra plutôt envoyer l'adresse IP du serveur DNS Active Directory. Le principe ici est que le client VPN reçoivent un DNS capable de résoudre les noms internes. Mais attention, si vous limitez forcément les règles OpenVPN, pensez à autoriser le DNS si vous voulez que les clients VPN puissent utiliser ce serveur DNS. Dans notre exemple, la règle RDP autorise uniquement le port TCP 3389 vers 172.16.16.50. Elle n'autorise pas automatiquement le DNS. Donc, si vous voulez que les clients VPN utilisent le DNS pfSense, il faudra ajouter une règle DNS séparée vers 172.16.16.126 sur le port 53 TCP UDP. Maintenant, on passe au test. Après les modifications de sécurité, je dois télécharger un nouveau profil OpenVPN, car l'ancien profil peut ne plus correspondre à la nouvelle configuration. Donc, toujours dans VPN, on va repartir dans VPN, je vais dans Client Export, je vais tout en bas et pour faire simple, je vais choisir Most Client. La machine cliente est un Windows 10, donc j'ai copié mon fichier et je veux coller, on va dire qu'on va mettre ça dans le dossier téléchargé. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir l'application OpenVPN Connect. Donc ici, nous avons un ancien fichier que je vais supprimer. Pour cela, je vais cliquer sur l'icône en forme de, on va dire en forme de 3. Je clique dessus et je vais dans mon profil. Cet ancien fichier, je vais simplement supprimer. Ensuite, je vais sur Upload File et je vais chercher le fichier que j'ai téléchargé. Open. Et je clique sur Import. Maintenant que le fichier, je peux même pas l'agrandir. Maintenant que le fichier a été uploadé, tout ce qui me reste à faire, c'est de cliquer sur Connect. Ensuite, je vais entrer l'utilisateur VPN que nous avons appelé VPN User. Et le mot de passe. Clique sur Entrée. Et on peut voir que je suis connecté. Je vais ouvrir l'invité de commande.
Je vais vérifier que le client a bien reçu une adresse IP VPN. Je vais taper la commande ipconfig. Et on peut bien voir que je suis en 10.8.8.0, autant pour moi, 10.8.0.2. Cela confirme que le tunnel OpenVPN est bien établi. Ensuite, je teste le service que j'ai explicitement autorisé dans pfSense, le bureau à distance, vers la machine 172.16.16.50. Alors, les commandes que je vais utiliser, vous allez les retrouver dans la description. Donc, je vais entrer cette commande pour vérifier si le bureau à distance va fonctionner. Si la règle firewall que nous avons mis en place est correcte, si la machine 172.16.16.50 est allumée, si le RDP est activé et si le pare-feu Windows autorise le bureau à distance, le test doit réussir. Le résultat attendu est TCP test succeeded true. Alors, je ne pense pas que ça va fonctionner avec l'invité de commande. Ouais, il ne prend pas en compte cette commande. Donc, nous allons le faire sur PowerShell. Le test a fonctionné. Nous avons bien TCP test succeeded true. Cela prouve que le client VPN peut bien accéder au service RDP autorisé. Maintenant, alors avant d'aller plus loin, il y a une chose importante que je vais vous signaler. Vu que nous avons au niveau du DNS serveur 1, nous avons forcé l'adresse LAN de pfSense, donc la 172.16.16.126 comme DNS, vous allez remarquer que je n'ai plus de réseau. Si j'essaie d'ouvrir une page web, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner parce que actuellement ce DNS est forcé sur la machine cliente, autant pour moi, ce qui est mauvais. J'essaie d'aller sur Google. Vous allez voir que je n'ai pas le réseau. On va aller même plus loin. ncpa.cpl. Je vais aller dans statut et on peut voir je n'ai pas accès à Internet. Je vais repartir sur pfSense pour aller désactiver le DNS. Une fois sur pfSense, s'il veut bien, je vais dans VPN, OpenVPN. Je vais éditer mon serveur. Je vais tout en bas et je décoche la case DNS Server Enable. Donc, je vais désactiver et je sauvegarde. Et ensuite, je vais repartir sur mon client. Et on peut voir que l'accès au réseau a été rétabli. Donc, si vous avez ce souci, vous pourriez simplement désactiver le DNS, vu que nous sommes sur un split tunnel, comme je l'ai dit au début. Nous ne sommes pas sur un full tunnel. Pour revenir sur notre deuxième test, je vais aussi tester le ping. Donc, je peux le faire avec PowerShell. Avec notre règle actuelle, le ping doit échouer. Et comme je l'ai dit au début, c'est normal. Parce que la règle pfSense que j'ai mis en place autorise uniquement le TCP 3389, donc le RDP. Le ping, lui, utilise le protocole ICMP. Donc, si le ping échoue, mais que le test RDP réussit, cela veut dire que la règle fait exactement ce qu'on lui demande. Elle autorise uniquement la connexion RDP, pas le ping. C'est une bonne chose dans notre logique de sécurité. Pour vérifier qu'une machine non autorisée reste bloquée, je peux tester une autre adresse du LAN. Par exemple, je vais repartir sur mon Windows 11 et ici, je veux changer son adresse IP. Vu qu'il est en 50, je vais par exemple le mettre en 10. Voilà. Je repars sur ma machine cliente Windows 10. Et là, je vais lancer le test de la connexion RDP. Donc, au lieu de 50, je vais mettre 10. Si cette machine n'est pas autorisée dans les règles OpenVPN, le résultat attendu est TCP test succeeded false. Cela va simplement prouver que le VPN fonctionne, mais qu'il ne donne pas accès à tout le réseau. J'appuie simplement sur Entrée. Nous pouvons voir que le test a échoué. Nous avons TCP test succeeded
Pause. Un VPN sécurisé ne doit pas ouvrir tout le LAN aux clients distants. Il doit uniquement donner accès aux ressources nécessaires avec des règles précises et contrôlées. Comme on utilise le split tunnel, je vérifie aussi les routes côté client Windows. Dans l'invité de commande, je vais taper la commande route-print et je dois avoir une route vers le réseau LAN 172.16.16.0/25 qui passe par l'interface OpenVPN. Donc ici, je peux voir le réseau LAN 172.16.16.0. J'ai le subnet mask qui passe par le réseau OpenVPN. Cela confirme que le client sait comment rejoindre le réseau interne, mais je ne dois pas forcément voir une route qui force tout le trafic Internet dans le VPN. C'est la différence entre le split tunnel et le full tunnel. Dans notre cas, on veut uniquement faire passer le trafic vers le réseau interne dans le VPN. Le trafic Internet normal du client doit continuer à sortir par sa connexion Internet habituelle. C'est le principe du split tunnel. C'est la raison pour laquelle j'ai perdu le réseau parce que j'utilisais pfSense comme DNS. Maintenant, nous allons vérifier les logs. Pour ça, je repars sur la machine Windows 11. Je vais dans Statut. Ensuite, je cherche System Log. Ensuite, je vais dans Firewall. Ici, je peux voir si pfSense bloque correctement les connexions non autorisées. C'est très utile pour confirmer que les règles sont bien appliquées. Si je vois une connexion bloquée depuis le réseau VPN vers une machine non autorisée, c'est normal. Cela confirme simplement que pfSense applique bien la restriction. Avant d'aller voir les logs OpenVPN, je repars modifier l'adresse IP de ma machine test. Je vais remettre 50. Ensuite, je vais dans, s'il veut bien, je vais dans OpenVPN. Alors ici, je peux voir les connexions OpenVPN. Je peux voir les erreurs TLS, les erreurs de certificat ou les problèmes d'authentification. Alors la liste est longue. Donc si vous avez des erreurs de TLS, des erreurs de certificat, des problèmes d'authentification, c'est ici que vous allez venir vérifier. Maintenant, nous allons aller dans Statut, ensuite OpenVPN. Dans le statut OpenVPN, je dois voir le client connecté, je dois voir son adresse VPN et son temps de connexion. Ce test est très important parce qu'on ne doit pas seulement vérifier que le VPN fonctionne, on doit aussi vérifier que les accès interdits sont bien bloqués. C'est ça la différence entre une configuration de test et une configuration plus professionnelle. Pour résumer, dans cette partie 2, on n'a pas simplement vérifié qu'OpenVPN fonctionne, on l'a réellement sécurisé. La règle à retenir est simple. Un VPN sécurisé ne doit pas donner accès à tout le réseau. Il doit donner accès uniquement aux ressources nécessaires. Un VPN qui fonctionne, c'est la base, mais un VPN sécurisé, un VPN limité et révocable, c'est une configuration beaucoup plus professionnelle. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, pensez à vous abonner et à partager la vidéo avec quelqu'un qui veut apprendre pfSense, qui veut apprendre OpenVPN et l'administration réseau. Si vous rencontrez des problèmes pendant la configuration, dites-le moi en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre et de vous aider. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.